Il y a près de 10 ans, le Compliance Office responsable du parc national de Yosemite a reçu une information anonyme concernant des braconniers dans cette région. Mariposa Grove a été mentionné comme un point d'intérêt particulier. Si vous ne le savez pas encore, il s'agit d'une zone de séquoia concentrée à l'extrémité sud de Yosemite. Le Compliance Office n'est normalement pas chargé de filtrer ce genre d'informations. Il a fallu un certain temps pour que les informations filtrent et parviennent aux bonnes personnes. Une fois que nous les avons eues, j'ai été affecté à une équipe de rangers chargée de surveiller le bosquet. Dans de telles circonstances, la plupart des indices n'aboutissent pas. Soit nous n'apprenons l'existence des braconniers que lorsqu'il est déjà trop tard, soit ils se rendent compte que nous avons reçu un tuyau et ne se présentent pas. J'ai tout de suite reconnu ces braconniers. Quelques jours après mon affectation, j'ai trouvé les traces d'un camping non documenté, ce qui m'a rapidement mis sur la piste. Il m'a fallu un jour de plus pour les rattraper. Avec le recul, j'aurais dû me rendre compte à quel point c'était inhabituel. Le tuyau est allé au mauvais bureau. Le district du parc s'est immédiatement mobilisé et quelques jours plus tard, j'étais sur la piste des suspects. Je déteste le dire, mais nous n'avons jamais agi avec autant d'empressement. Nous n'avons pas toujours été aussi précis non plus. Yusan, les suspects, était un homme de 50 ans et son fils adolescent. Ils avaient déjà peur avant que je ne montre ma carte d'identité. Cela aurait dû être mes derniers signaux d'alarme. J'aurais dû écouter leur histoire. À ce moment-là, j'ai seulement entendu qu'ils étaient en train de chasser quelque chose, ils l'ont admis. Je n'ai pas perdu de temps à chercher d'autres détails. Ils m'ont dit qu'ils avaient aussi déjà tendu un piège dans la région. 2001, ce devait être ma priorité. Le soleil était en train de se coucher. Je leur ai demandé de me guider quand même vers le piège. Il fallait le neutraliser avant qu'il ne cause des dommages durables à la faune locale. Ils ont accepté à contre-cœur, le garçon était particulièrement récalcitrant. Je me souviens qu'il a crié sur son père, l'avertissant presque que quelque chose de grave se produirait s'il se pliait à mes exigences. S'il y en a eu, cela n'a fait que me rendre plus obstiné. Je pensais qu'il voulait éviter d'autres problèmes juridiques. Pour moi, cela signifiait qu'il cachait autre chose. Je voulais le voir. Nous avons marché environ 1 mi. Lorsque la nuit est finalement tombée, j'ai contacté mes supérieurs par radio si l'un des suspects était blessé. Pendant que je les encourageais, le district du parc s'exposerait à des poursuites. Ils étaient d'accord avec mon évaluation. Nous devions désamorcer le piège et nous assurer que les braconniers ne cachaient rien d'autre. Je m'attendais à trouver un collet ou une cage vivante. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est une fosse. Ils avaient creusé un trou assez grand pour enterrer un élan. Des pieux affûtés étaient alors plantés dans le sol et un sac en tissu était suspendu à un arbre au-dessus de moi. Un liquide rouge suintait à travers le tissu. Je me suis retourné et j'ai interrogé les braconniers. Il y avait certainement des ours noirs dans la région, mais ils ne se laisseraient pas piéger par un cercueil de viande crue. Ils ne sauteraient pas sur le sang, comme des requins. Avant que le père ou le fils ne puisse me répondre, un rugissement a retenti à travers les arbres. Il était grave et long, plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu de la part d'un ours. J'ai dû être sous le choc des événements suivants. Je ne me souviens pas d'avoir pris une part active aux événements. Je me souviens seulement de la rencontre qui s'est déroulée autour de moi. Le soleil courait et me jetait à terre. Lorsqu'il l'a fait, une fourrure rougeâtre a sauté au-dessus de nos têtes. J'ai vu des dents, des crachats et des yeux de feu. Je crois que j'ai grimpé sur mes pieds. La partie suivante, je l'ai vécue debout. L'animal a attaqué le père. Il marchait sur 2 pattes. Je m'en souviens très bien. Ses longs bras se balançaient et grattaient presque le sol lorsqu'il sprintait. Le vieux braconnier n'était pas assez rapide pour s'enfuir. Il devait le savoir car il se dirigeait vers la fosse. Au lieu de cela, il a sauté par-dessus l'ouverture. Alors que l'animal se jetait sur lui, j'ai vu sa gueule en forme de trompe se refermer sur son épaule. Puis les deux sont tombés ensemble dans la fosse. Il y eut un cri et des gémissements. Je ne sais pas trop d'où venaient ces 2 bruits, de l'homme ou du monstre. Une équipe de secouristes s'est rendue sur place. En moins d'1 heure, ils ont sorti le braconnier de la fosse à épines et l'ont emmené à l'hôpital pour le soigner. Il a survécu, mais pas l'animal. Quelle que soit la nature de cette créature, elle a été retirée du trou sous une bâche bleue. Le corps a été transporté hors du bosquet à l'arrière d'un véhicule tout-terrain. Je me souviens que ses membres dépassèrent de sous la bâche et découpèrent des lignes dans la terre. Lorsque nous avons traversé les arbres, ils nous attendaient déjà. Une autre agence gouvernementale, ils ont remis leur carte d'identité à mes supérieurs. Lorsque j'ai essayé de poser des questions, ils ont insisté sur le fait que j'avais besoin de plus d'aide médicale. J'ai dû répondre aux questions pendant qu'ils chargeaient la bâche et la créature dans cette grande camionnette noire. Une fois qu'ils sont partis, ils m'ont raconté ce que j'avais vu. Les informations étaient presque cliniques. On aurait dit qu'ils avaient répété toutes les réponses. C'était un ours malade. Les braconniers l'avaient blessé lors d'un échange précédent, ce qui expliquait qu'il bougeait si bizarrement. Le père et le fils, disait-il, faisaient partie d'un groupe notoire de chasseurs illégaux. J'avais rendu un grand service aux voituriers, disait-il. J'ai décidé de les croire. J'ai décidé de les croire pendant des années.
Chaque nuit, quand je ne pouvais pas dormir, je décidais de les croire. Chaque matin, quand je me regardais dans le miroir, je décidais de les croire. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. J'ai cherché à savoir où se trouvait le garçon et son père. C'est comme s'ils n'existaient ou pas. J'ai demandé à quelques-uns de mes amis qui travaillent toujours pour le service des parcs s'ils pouvaient trouver les archives de cet incident. Il n'y a rien. Tout ce qui est derrière moi a été effacé. J'aime vraiment faire de la randonnée. J'aime trouver des choses cool sur les chemins, des pierres, des feuilles, des champignons, des petits morceaux d'écorce et même des insectes minuscules et des choses comme ça. Cela m'aide à me vider la tête quand je fais quelque chose dehors, dans la nature. Si le temps le permet ou si je suis un peu agité, je vais me promener. C'était en mai quand il a commencé à pleuvoir beaucoup. C'est l'une de mes odeurs préférées, alors j'attends généralement de voir des nuages dans le ciel. Mon amie devait me rejoindre ce jour-là, mais elle ne se sentait pas très à l'aise. Je n'avais pas envie de rester à l'intérieur, alors j'ai décidé que je connaissais suffisamment bien le chemin pour partir seul. J'avais souvent voyagé seul, et j'avais ainsi plus de temps et d'espace pour laisser libre cours à mes pensées. J'ai enfilé mon imperméable et mes bottes. J'ai attrapé mon cartable pour pouvoir emporter quelques objets amusants, et je me suis mis en route vers l'extérieur. Le chemin n'était pas très long, il n'était qu'à quelques kilomètres de chez moi. Je me suis rendu sur le parking. Je voulais m'assurer que je n'avais rien laissé d'important derrière moi. J'ai donc vérifié mes sièges arrière et ma boîte à gants. J'ai généralement une bouteille d'eau, une lampe de poche et un couteau de poche, juste au cas où. J'ai rangé ces objets dans un parapluie compact car j'espérais qu'il pleuve. J'ai tout mis dans mon cartable et je me suis mise en route. Il avait plu la veille et je sentais encore l'odeur des feuilles mortes mouillées dans la terre. Le sol était assez glissant, mais une fois qu'on s'est mis à marcher, on s'y habitue en quelque sorte. Ce chemin était connu pour abriter de nombreux animaux sauvages. J'avais vu beaucoup d'oiseaux, quelques serpents et quelques écureuils et ratons laveurs. Et si j'avais vu quelques chevreuils une fois, je n'avais rien vu de particulièrement menaçant non plus. Enfin, à part les serpents, je déteste les serpents, mais pas des choses comme les loups ou autres. Personne ne semblait avoir emprunté le sentier ce jour-là ou la veille. Je n'ai vu aucune trace de pas dans la boue. Pour être juste, il était assez tôt le matin lorsque je me suis mise en route, peut-être plus tôt que la moyenne des gens souhaitent faire de la randonnée. Mais cela ne m'a pas du tout découragé. Je connaissais le chemin. Comme je l'ai dit, les nuages devenaient définitivement de plus en plus sombres. Pendant que je marchais, je savais que j'allais obtenir ce que je souhaitais. Honnêtement, avec le recul, je regrette tout cela. Je sentais de petites gouttes de pluie tomber dans mes cheveux. J'ai sorti mon parapluie, il ne pleuvait pas encore, mais on pouvait être sûr que cela arriverait dans quelques secondes. J'étais donc en train de m'imprégner de l'environnement et de l'atmosphère Housend quand j'ai entendu au loin ce bruit étrange. Cela ressemblait à un étrange cri à haute fréquence, alors j'ai regardé autour de moi. J'ai pensé que c'était peut-être un chevreuil, mais je ne suis pas un expert en faune sauvage. Cela aurait pu être autre chose ou même rien du tout. Et avec la pluie qui commençait à tomber, j'aurais pu entendre des bruits tout à fait normaux. C'était un peu étouffé et ça sonnait loin de moi. Je n'ai rien vu, alors j'ai pris ma bouteille d'eau et j'ai continué à marcher. Mon parapluie était ouvert, donc le bruit de la pluie autour de ma tête était assez fort. Mais j'entendais toujours quelque chose bouger dans la forêt à ma droite. Je me suis donc arrêté pour regarder et écouter. J'étais naïf, je suppose, trop confiant. Je l'ai simplement refoulé. La pluie renverse quelques branches, car c'est ce que l'on entendait. Des branches sont renversées. À un moment donné, les bruits sont devenus de plus en plus insistants. Je commençais à paniquer un peu. La plupart du temps, j'avais l'impression que les bruits me poursuivaient. Alors mon esprit a commencé à échafauder des théories. Est-ce que j'étais suivi par des harceleurs? Savaient-ils où j'habitais? J'avais peur, mais j'avais peur du mauvais, Socéo. Je m'attendais à moitié à voir une personne inquiétante ou un ours, mais ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors que je regarde autour de moi pour découvrir ce qui fait tout ce bruit, je remarque quelque chose qui bouge sur ma droite. Je me concentre entièrement sur cet arbre en particulier. Le tronc de l'arbre est assez épais et il y a beaucoup de branches sur lui. Mais je réalise alors que certaines des branches que je regardais n'étaient pas de vraies branches. 2001 fois, c'était des bois. Mon cœur se détend en quelque sorte. C'est juste un cerf qui me suit à travers les arbres. Ce n'est pas grand-chose, je le quitte des yeux, je me tourne à reculons vers le chemin et fais quelques pas quand j'entends quelque chose derrière moi. Ce que j'avais vu auparavant n'était pas un chevreuil. Il se tenait maintenant à droite de l'arbre le plus proche de mon dos. Il se tenait essentiellement sur le chemin, mais il se tenait droit comme le ferait un être humain. Ses jambes n'étaient cependant pas humaines. Elles ressemblaient plutôt aux pattes d'un chevreuil avec des sabots. Son corps donnait presque l'impression qu'il pouvait facilement se camoufler avec un arbre, car il semblait très fragile. Ses membres ressemblaient à ce qui pourrait être des branches tant ils étaient fins. Ils ressemblaient littéralement à une partie de l'arbre. La seule chose qui m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un arbre,
en dehors de son mouvement rapide, c'étaient ses yeux. Ils semblaient de briller dans l'obscurité, comme les yeux d'un animal et l'étrange crâne de cerf qu'il portait sur son visage. Aussi vite qu'il était apparu, il avait disparu. Je n'ai même pas eu le temps d'aller chercher mon couteau de poche. Je ne sais pas si je fais confiance à mes yeux. Si je dois être tout à fait honnête, tout se passe si vite. Il y a quelques années, j'ai accepté un job d'été dans une ville proche de mon université. Une auberge locale cherchait une femme de ménage pour nettoyer la maison et la maintenir en ordre. Pendant la journée, il n'y avait pas trop de monde qui entrait et sortait, mais la nuit, il semblait y avoir plus de monde. Cela ne me dérangeait pas d'être seul. Il me suffisait de mettre mes écouteurs et de commencer à nettoyer, vraiment. Le lodge était haut de 3 étages et possédait une cave. Cependant, on ne m'avait jamais dit de faire le ménage en bas. Une partie de moi pensait qu'il s'agissait simplement d'un espace de stockage, mais vu la taille du bâtiment, j'imaginais que la cave devait être assez grande. Un jour, j'ai suivi ma routine habituelle, nettoyant les étages supérieurs et progressant vers le bas. En arrivant au premier étage, j'ai remarqué que la porte du sous-sol était grande ouverte. J'ai sorti mes écouteurs et j'ai crié fort, pensant que peut-être un autre employé ou même les propriétaires descendaient là. Les propriétaires passaient d'où souvent et sortaient des caisses et des sacs de la cave. J'ai appelé pour savoir s'il y avait quelqu'un, mais je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ma curiosité a pris le dessus. Ce n'est pas comme si je soupçonnais quelque chose en bas. Je voulais juste jeter un coup d'œil. Il y avait un escalier étroit qui menait en bas. Je crois que j'ai pris environ 3 marches avant d'entendre quelqu'un m'appeler. J'ai halté et me suis rapidement retourné pour voir le propriétaire, et ce immédiatement. Je me suis excusé et j'ai expliqué que la porte était ouverte. Il gloussa un peu et me dit qu'il n'avait eu pas d'ennui, que j'étais heureux de leur faire visiter les lieux. Il m'a fait descendre l'escalier étroit et, comme je l'avais deviné, la cave était immense. Ce n'était pas la cave typique, sombre et sordide. À ma grande surprise, elle était super propre et bien éclairée. Une cheminée en briques se tenait debout au milieu de la pièce et des caisses de décoration de Noël étaient disposées dans un coin. Le propriétaire m'a emmené dans un coin où se trouvait un congélateur vide. 2001. Il m'a expliqué que lorsque le bâtiment appartenait encore à son arrière-grand-père, il avait été un restaurant réputé. Il m'a dit qu'il n'avait pas eu le cœur d'en démolir une partie lorsqu'ils ont construit le lodge dessus. Après avoir terminé la visite, il m'a fait monter les escaliers. Il n'y a pas grand-chose à voir en bas, mais c'est un peu privé, m'a-t-il dit. Après ce qu'il m'a dit sur le sous-sol et sur le fait qu'il s'agissait essentiellement d'un sanctuaire contenant les vestiges du célèbre restaurant de son grand-père, je n'ai rien remis en question. Il me l'a dit. Parfois, de fortes rafales de vent ouvraient de la porte, mais si cela se reproduisait, je la fermais simplement et retournais à mon travail. Je poursuivais ma tâche du jour, mais me rappelais sans cesse le plan de la cave, 2001. La première chose qui me frappa fut le fait qu'il n'y avait pas de fenêtre dans la cave, ni aucune sorte d'arrivée d'air. Alors comment des rafales de vent auraient-elles pu forcer la porte? Je me suis souvenu qu'il y avait un congélateur accessible et je me suis demandé pourquoi il ne l'utilisait pas. Il y en avait un plus petit au premier étage, mais celui de la cave aurait eu tellement plus de place. Mon service se terminait à 18h et je devais apporter tous mes produits de nettoyage dans le local de stockage du premier étage. J'étais en train de sortir quand j'ai remarqué que la porte de la cave était à nouveau ouverte. J'ai essayé de la fermer, mais j'ai entendu un bruit qui venait d'en bas. Je l'ai appuyé pour voir si j'entendais des voix, mais je n'ai entendu qu'un traînage. Au cas où il s'agirait de quelqu'un qui ne devrait pas être là, je ne voulais pas crier fort et les alerter. Rapidement et silencieusement, je me suis glissé dans la réserve et j'ai pris un balai. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la meilleure arme que j'avais sous la main. Je me suis approché du haut de l'escalier en colimaçon et je l'ai descendu lentement. Arrivé en bas, j'ai regardé prudemment autour de moi et j'ai entendu un brouhaha qui venait du coin où se trouvait le congélateur. Plus je m'approchais, plus le bruit augmentait, on frappait et cela venait de l'intérieur du congélateur. Je l'ai immédiatement ouvert et j'ai reculé pour tenir mon balai en l'air. Un homme, âgé, sortit en trompe du congélateur et « Oh merci, je n'ai pas réussi à ouvrir la porte », dit-il. Je laissai tomber mon balai et lui demandai s'il allait bien. Il vacillait un peu. Quand je l'ai attrapé, ses mains étaient glacées. « Tu es glacé ?» lui dis-je en retirant ma veste et en la lui mettant. Il poussa un soupir de soulagement et remercia l'émir tout en reprenant son souffle. Je le fis asseoir sur cette chaise poussiéreuse et me demandai si je devais allumer la cheminée. Je l'inspectais et essayais de l'allumer, mais elle ne semblait pas fonctionner. « Oh, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner ce vieux truc », a-t-il dit. Les clients n'étaient pas gênés par la saison froide. Je suppose que c'est parce que la nourriture est bonne. 2001, il gloussa. Je me suis souvenu que le propriétaire avait parlé du restaurant. « Vous avez travaillé dans ce restaurant ?» ai-je demandé. « J'y ai travaillé, il m'appartenait. » Il a souri et regardé autour de lui, mais son sourire s'est vite effacé. « Attendez une seconde, où sont les tables et les chaises ?» dit-il en colère.
J'ai essayé de le calmer pensant qu'il était confus et qu'il s'agissait d'un vieil ouvrier qui s'était égaré ici. Je l'ai fait asseoir à nouveau et lui ai dit que j'allais lui chercher un verre d'eau. Je suis allé au deuxième étage chercher une bouteille d'eau. Puis je me suis précipité pour retourner à la cave. Quand je suis revenu, il n'y avait aucune trace de lui. Mon manteau était toujours sur la chaise mais il n'était pas là. J'ai regardé un peu autour de moi et je me suis dit qu'il s'était peut-être ravisé et qu'il était parti. J'ai attrapé mon manteau, j'ai rangé la chaise et je suis remonté à l'étage. J'ai terminé ma nuit et je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, j'avais l'intention de raconter l'incident au propriétaire. Lorsque je suis arrivé le lendemain, j'ai vu que les clients se pressèrent dans le hall. Parmi eux se trouvait le propriétaire. Lorsqu'il m'a vu, il m'a fait signe de venir. Il s'est excusé d'avoir oublié de me dire que je ne devais arriver que plus tard. Je lui ai demandé pourquoi les gens étaient ainsi rassemblés et il m'a dit que c'était l'anniversaire de la mort de son grand-père. Il m'a raconté qu'il était mort dans un accident fou. Lorsque je lui ai demandé comment il était mort, il m'a répondu qu'il avait été enfermé dans un congélateur. Mon estomac s'est retourné, mon cœur s'est serré. J'ai jeté un coup d'œil dans la cave 2011 car je savais que j'avais rencontré son grand-père de très près.